Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Question d'actu, une émission dans laquelle nous allons décrypter le discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement lundi soir. Ce discours revêt une importance cruciale, il offre un regard rétrospectif sur les réalisations, les défis surmontés, ainsi que les orientations futures de l'Algérie. Nous chercherons à comprendre les principaux enjeux qui ont marqué ces 4 années de présidence, que ce soit sur le plan économique, politique, social ou encore diplomatique. Nous tenterons d'analyser les priorités qu'il a définies pour l'avenir du pays, les mesures concrètes qu'il a envisagées et les perspectives que le président de la République a esquissées pour l'Algérie. Le chef de l'État a précisé que la mise en œuvre de son programme avait commencé par les réformes constitutionnelles et politiques pour consolider l'état de droit et protéger les institutions étatiques contre toute dérive, en passant par des réformes économiques en profondeur pour diversifier l'économie jusqu'à la consécration effective du caractère social de l'État et l'amélioration du niveau de vie des citoyens. Nous donnerons également la parole à nos experts qui apporteront leur éclairage sur les annonces dans ce discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République, comme je le disais lundi soir. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Ahmed Prinissa. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes enseignant en droit public à l'Université d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous Kamel Mansari. Bonsoir, consultant de la chaîne sur les questions internationales et directeur publication du Jeune Indépendant. Nous avons Mohamed Achir, consultant de Canal Algérie sur les questions économiques et aussi enseignant en économie à l'Université de Tizi Ouzou. Merci d'être présent sur ce plateau avec nous ce soir. Je vous propose d'abord de revenir sur les principaux points abordés par le président de la République lors de son discours prononcé devant les deux chambres du Parlement et on revient juste après pour le débat. À l'entame de son discours historique, le président de la République a réitéré son engagement en faveur d'un dialogue constructif et d'une gestion transparente des affaires publiques. Il a en outre rappelé sa volonté à restaurer la confiance dans les institutions de l'État par le biais d'une réforme politique progressive, débutant par une révision approfondie de la Constitution, plébiscitée par le peuple algérien en novembre 2020. Le chef de l'État a également plaidé en faveur de réformes législatives majeures pour aligner le système juridique sur la nouvelle Constitution, instaurer de nouvelles instances et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'assemblées élues. Le président de la République a en outre affirmé œuvrer pour la consécration des droits de tous les Algériens sur l'ensemble du territoire national, en faisant de la consolidation du caractère social de l'État une boussole pour tous les efforts consentis, afin de renforcer la solidarité nationale et de prendre en charge les préoccupations de l'ensemble des citoyens dans le cadre de l'équité et de la légalité. Dans le même contexte, le président de la République a rappelé l'intérêt majeur qu'il a accordé à la réalisation de la justice sociale, à travers la révision de l'impôt sur le revenu global, la revalorisation des salaires et l'institution de l'allocation chômage pour préserver la dignité des jeunes. Soulignant l'intérêt qu'il a toujours porté aux zones d'ombre, le président de la République a précisé que 80% des décisions relatives à l'amélioration de la situation des zones d'ombre ont été effectivement mises en œuvre, indiquant que 6 millions de citoyens algériens ont vécu dans des conditions qui auraient dû être dépassées depuis l'indépendance. Concernant les efforts en cours dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de corruption, le président de la République a précisé que les efforts pour la récupération des fonds détournés au peuple avaient permis la récupération de plus de 30 milliards de dollars entre biens immobiliers, unités industrielles et sommes d'argent, ajoutant que le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l'étranger. Réaffirmant l'intérêt que porte l'État aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une réduction de 50% des tarifs des billets d'avion pour leur permettre de passer le mois de Ramadan dans le pays. Concernant les réalisations en matière de politique étrangère, le chef de l'État a rappelé le consensus international qui a permis à l'Algérie de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a par ailleurs réitéré le soutien de l'Algérie aux causes palestiniennes et sahraouies, affirmant que les positions de l'Algérie à cet égard étaient claires. Voilà un sujet réalisé par Yasmine Messoudi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de cet exercice auquel s'est adonné le président de la République. Un discours sur l'état de la nation revêt une importance significative dans la mesure où il offre au chef de l'État l'occasion de communiquer avec la population et les représentants élus sur l'état actuel du pays. Oui, justement, il faut rappeler peut-être que c'est la deuxième fois qu'un président de la République s'adresse à la nation à travers
l'Assemblée nationale populaire. Le premier étant Feu Houari Boumedienne. Je me rappelle bien, je l'ai bien suivi. Oui. J'avais 10 ans. Et donc, d'abord, pour instaurer justement cette magistrature, le président de la République en tant qu'incarnation de l'État et de la nation, il est a pour fonction de veiller à l'harmonie, à cet ordre constitutionnel, surtout la régulation des institutions. Et ça participe, cette communication, cet acte de responsabilité. C'est-à-dire il est responsable, il est comptable devant le peuple qui l'a élu. Donc c'est un acte devant d'abord le peuple souverain. Donc il faut rappeler que le président est venu après tout ce qui est passé. Donc dans un diagnostic d'un retour à la souveraineté au peuple. Donc le discours revêt tout ça, c'est-à-dire une sorte d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance assise sur l'activation des institutions, surtout l'institution parlementaire qui a été dévalorisée. C'est un acte d'abord de valorisation, d'activation et disons de visibilité. C'est une plateforme un peu qui offre de la transparence. La aussi, transparence, justement. C'est ça. C'est surtout cette idée de responsabilité. Je suis président, je suis responsable devant le peuple qui m'a. C'est aussi rendre compte de la gestion de son gouvernement de ces 4 années. En termes comptabilité, comptable devant le peuple. C'est surtout cette signification et avec les rapports avec les autres institutions constitutionnelles dans une gouvernance qui est mise sur la cohérence pour une gouvernance transparente, justement, et responsable. C'est un moyen aussi de mobiliser mobiliser la population autour des actions du gouvernement et du président de la République. Pour revenir au discours, parce qu'on a parlé c'est le deuxième, il y a une similitude entre celui fait par le président défunt Houari Boumedienne, dont on célèbre aujourd'hui pratiquement le 46e anniversaire de son décès. Si on va faire le parallèle, on voit que le premier a aussi, le discours de 77 est venu après une étape de refonte et refondation. Il y a eu tout un débat au niveau de la société sur la charte nationale de 76, suivie par celle de la Constitution. Donc il y avait un climat social, un climat politique qui a été mis en place à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. On voit que ce discours-là est venu après une étape appelée par le président, baptisée celle de la refonte et la reconquête de l'État et la refondation des institutions, ou bien de la moralisation de la scène politique. Donc en Algérie, il y a eu, si on fait le parallèle entre les deux, on trouve une similitude dans l'acte politique en lui-même et dans l'acte constitutionnel également. Donc c'est une similitude pratiquement comme si on refait un même scénario. Aujourd'hui, on le répète, pour donner dans une forme ou une autre la parole, pas simplement la parole au peuple, mais reprendre la parole au peuple traduite par le Hirak. Et ça, c'était en 2019. Et par la Charte nationale, parce que là, la Charte nationale est venue en 1976 après un large débat. C'était unique en Algérie que l'Algérien s'exprime sur la chose publique, la chose politique. Et après 2 événements majeurs de notre histoire. Voilà, donc on voit cette similitude. C'est pour cela que le président de la République aujourd'hui s'est retrouvé contraint par ses engagements et par le fait qu'il y a un processus de 4 ans qui a été amorcé pour justement rappeler qu'il a des engagements et qu'il est comptable, comme l'a dit M. le juriste. Qu'il doit rendre des comptes devant le peuple. C'est ça, cette similitude qu'on peut tirer pour comprendre pourquoi dans son discours il a dit c'est la deuxième fois, 77, parce qu'il y a 2 réalités similaires qui se sont produites. C'est bien de contextualiser. Alors ce genre de discours sur l'état de la nation peut aussi renforcer le sentiment d'appartenance et de la cohésion au sein de la nation. Bien entendu, du moment que ce genre de discours, d'abord, s'inscrivent dans la culture de présentation de bilan. Donc, présentation de bilan devant des élus du peuple, des 2 chambres.
Et ça, effectivement, ça fait partie de la bonne gouvernance et ça fait renforcer le lien entre le gouvernant et le gouverné. Quand il y a de la transparence, il y a des présentations des bilans, quand il y a un discours de vérité, nous l'avons relevé quand même dans le discours du président, un discours de vérité, avec même un style simplifiant, qui simplifie un peu les choses, surtout lorsqu'on parle de l'économie, etc. On lui reconnaît cette franchise dans sa façon de parler. Il ne se tient pas à son discours. Aujourd'hui, on le voit et c'est peut-être ce qui est apprécié par la population aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, et puis, on présente des choses concrètes, des actions réalisées concrètement qu'on peut voir sur le terrain. Donc loin d'une théorisation un peu fictive, mais c'est sur le terrain qu'on présente les réalisations qu'elle a faites depuis au moins ces 4 années, tout en soulignant d'ailleurs dans son discours un peu un contexte particulier, c'est le contexte de la Covid-19 d'abord. C'est un choc extérieur qui a touché toutes les économies mondiales, tous les pays du monde, mais aussi la crise russo-ukrainienne qui a aussi déstabilisé les chaînes de valeur mondiales. Donc son discours aussi n'a pas, c'est-à-dire omis de souligner que ces réalisations ont été faites dans un contexte mondial particulier et que l'Algérie a affiché quand même une certaine résilience. Il a supporté ces chocs extérieurs et les résultats qu'il a bien sûr présentés devant les élus du peuple étaient quand même concrets. On peut revenir... On va en débattre justement. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà des frontières nationales, ce genre de discours peut aussi être des messages à l'international et donner des informations exposant les positions du pays sur des questions internationales en soulignant les objectifs et les engagements. Kamel Mounsari. Ça peut donner lieu à, bien sûr, des appréciations, mais elles peuvent en même temps donner lieu à des réticences. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, il y a des éléments importants dans un discours. Donc, il y a des lectures qui sont faites. Certaines, bien sûr, quand il y a l'instabilité économique ou bien les efforts économiques qui sont fournis, peuvent être appréciés par les partenaires internationaux. Mais quand le président parle d'évolution en matière, par exemple, de numérisation. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se débarrasser de la corruption. Donc, c'est faciliter l'accès à la numérisation signifie pour lui, c'est la transparence et la gestion directe de la chose, enfin des finances par exemple, sans problème. Donc il parle aussi de la numérisation parce qu'il sait pertinemment, c'est là où il a parlé du fait qu'il y avait 25 000 entreprises fictives. Donc ça fait peur. Quand dans un pays où il y a 25 000 entreprises fictives qui ont été, bien sûr, maintenant on ne sait pas le degré, est-ce que ces entreprises-là ont été d'une manière ou d'une autre disloquées, réglées, est-ce que le champ d'action dans lequel elles opéraient a été assaini ou pas. Donc celui à l'extérieur, il regarde ça. Quand je dis l'extérieur, y compris la diaspora algérienne. Donc voilà. Mais en même temps, quand il parle du fait qu'on a récupéré 30 milliards de dinars, 30 milliards de dollars en biens et soit fiduciaires ou en biens. En biens immobiliers. On sent qu'il y a un partenariat étranger qui est derrière ça. Parce que lui, il a aussi parlé du fait qu'il y a des pays qui ont consenti à poursuivre ces efforts et qui ont même temps continué à le faire. Donc c'est des signaux qui peuvent être appréciés d'une manière positive par ceux qui veulent que ce pays, que surtout les règles d'investissement soient claires, soient transparentes. C'est destiné en premier peut-être aux investisseurs. Il a parlé, oui. Le premier qui doit être rassuré, ce n'est pas le citoyen seulement, mais aussi celui qui regarde, qui est attentif à la réalité algérienne. Est-ce que c'est est fiable? Est-ce qu'on peut faire des investissements étrangers directs d'une manière sans entrave, sans qu'il y ait une bureaucratie et surtout sans qu'il y ait plutôt de la transparence et de la facilitation en matière de numérisation. C'est pour ça qu'il a parlé de la numérisation, il a donné de l'importance. Il a dit que d'ici, dans les prochains 6 mois, le premier semestre 2024, la question de la numérisation soit terminée. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné seulement aux citoyens algériens, mais même à l'étranger. Quel est le problème d'un investisseur? C'est qu'il y ait de la facilité. C'est justement gérer son investissement en direct et savoir que le processus qu'il a enclenché
et se fait d'une manière fluide, simple et attirante. Oui. Alors, on a un peu avancé sur les questions, on a parlé du volet économique. On va remonter peut-être un petit peu sur le volet politique. Il a fallu d'abord restaurer la confiance dans les institutions de l'État, qui constituait la principale préoccupation du processus de réforme politique que le président a voulu mettre en œuvre. On se rappelle d'abord de la Constitution, la révision de la Constitution, et puis plébiscité par le peuple algérien en novembre 2020. C'était important de commencer par là, que le peuple retrouve sa confiance, ou renoue sa confiance avec les institutions de l'État. À partir d'un diagnostic, le Hirak, qui a été en fait le résultat d'un cumul de déviance sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel. On a affaire à une caste, des compradors qui ont tenu l'État, qui l'ont monopolisé, l'ont privatisé. Il fallait faire une rupture. Donc il fallait lancer une gouvernance rénovée à partir des révisions constitutionnelles que le président a voulu crédibiliser à travers une large consultation, des débats par tout le monde, les acteurs politiques, la société civile, les intellectuels, tout le monde a participé et qui a été crédibilisé surtout par un référendum populaire qui a donné l'onction populaire. Ça, pour vraiment, c'est une condition de crédibilisation d'un processus. Pourquoi? Parce qu'on a perdu cette crédibilité, ce qui a entaché l'œuvre des pouvoirs publics, c'était la non-crédibilité. C'était pas crédible. C'était des institutions écornées dans leur image de fonctionnement, tout ce qui a motivé le soulèvement, si vous voulez, le Hirak Shabi Hada. Donc, il fallait, le président a placé la Constitution comme chantier prioritaire pour refonder une rénovation si profonde et structurelle. Structure pour pouvoir quand même renoncer, crédibiliser, instituer une transparence. Alors, elle est posée en termes de clairs. C'est une règle générale. La transparence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Une rénovation si vous Profonde voulez, et structurelle. profonde, Oui. structure, pour pouvoir quand même renoncer, crédibiliser, instituer une transparence. Alors, elle est posée en termes de clair. C'est une règle générale. La transparence, le principe de la transparence, la gestion des affaires publiques, Oui. financières, économiques, politiques. La lutte Et contre donc, la corruption. La corruption qui, en fait, veut instaurer une gouvernance transparente. La transparence touche l'aspect politique, les élections, la transparence, l'autorité sur les élections, l'autorité autonome, sur le plan économique, la transparence avec l'enjeu. Le président a placé la numérisation comme enjeu principal parce qu'il conditionne toutes les politiques, même la politique économique. On ne peut pas aller loin avec un secteur informel. Cet informel politique et économique. Et donc, vis-à-vis même des étrangers, la contrainte principale, c'était le secteur informel. On ne peut pas faire des prévisions, on ne peut pas aller sur un marché à 40% qui vit dans l'informel. Et donc, l'œuvre de la rénovation institutionnelle conditionne l'ensemble des politiques. Donc, on ne peut pas réussir. C'est une condition sine qua non, pas suffisante, mais nécessaire pour aller en avant, que ce soit sur le plan politique et surtout sur le plan économique. Parce que les enjeux sont liés. Alors, jeter les fondements d'un État fort de ces institutions adossées à la moralisation de la vie publique, la consécration de l'indépendance de la justice, la gestion des affaires publiques et les mettre tout ça à l'abri du pouvoir de l'argent. Il a insisté lors de son discours à ce propos. D'ailleurs, je reprends un de ces passages. Je témoigne de votre intégrité en s'adressant aux deux chambres du Parlement et du fait que vous représentez le premier Parlement élu loin de l'argent sale. C'est ce qu'il a souligné lors de son discours. C'était important d'abord de lutter contre la corruption et de renouer cette confiance du peuple envers ses institutions. Oui, c'est fondamental même parce que le Hirak, sa revendication, c'est quoi? C'est de construire un État de droit, une justice sociale aussi. Il y avait à un certain moment un risque, même, on parlait d'un risque d'effondrement de l'État aussi. Hein. Donc, et maintenant, justement, les réformes structurelles qui ont été entamées par le président de la République visent justement à produire des institutions efficaces, un environnement de l'investissement et même un environnement politique affranchi de cette corruption et des malversations et des pratiques malsaines. Et c'est pour cette raison, justement, on parle de la moralisation de la vie publique, de la vie institutionnelle, de la lutte même contre la bureaucratie, et à travers des instruments modernes. Et là, quand donc, on produit des institutions efficaces, et avec un processus de légitimation également politique qui a commencé depuis 2020. Donc, avec toutes les institutions donc élues, que ce soit l'APL, le Sénat, les collectivités, les APC, les APUI, etc. Et puis des conseils aussi qui sont avec des parités élues, les conseils qui ont été créés. Donc, tout ce processus structurel
de légitimation des institutions, va produire des institutions efficaces et qui vont participer à l'édification d'institutions nouvelles, efficaces, et des institutions qui vont surtout produire de la confiance. Parce que l'efficacité institutionnelle, elle est d'abord, bien entendu, dans le cadre réglementaire, juridique, technique, etc., mais aussi dans la confiance du citoyen. Quand un investisseur, par exemple, a la confiance en les institutions de l'État, donc cela crée justement de l'efficacité dans l'investissement et il y a un retour sur investissement. Donc c'est tout ce processus-là qui vise d'abord donc de rétablir un peu les institutions de l'État et de construire, comme vous dites, un État fort. Parce que c'est ça l'enjeu pour l'Algérie, c'est de construire un État fort. Nous avons des institutions très fortes et nous avons une résilience très forte, mais il faut encore... Il y a eu des défis à surmonter. Le président de la République a également évoqué des résistances auxquelles il a dû faire face. Tout à fait, effectivement, parce que c'est des réformes structurelles. Et quand on entame des réformes structurelles sur le plan politique, sur le plan économique, et là, effectivement, on fait face à des résistances au changement. Et ces résistances, parce que parfois c'est des partis qui bénéficient à un certain moment de la diffusion de la rente, mais sans contrepartie. Quand on parle même d'entreprises fictives qui sont dans l'importation, qui bénéficient d'une rente de devise par exemple et qui transfèrent à l'étranger, donc tous ces gens-là, certainement vont être résistants par rapport à des changements et par rapport à l'instauration d'un environnement de transparence. Oui. Et la transparence, bien entendu, c'est le flou, c'est le brouillard qui arrange tous ces trafiquants, tous ceux qui veulent gagner de l'argent sans contrepartie du travail. Donc voilà un peu toute cette vision, mais qui vise aussi stratégiquement le renforcement du front de l'intérieur, parce que même ce discours devant la nation, il a cette portée symbolique quand on s'adresse à la nation et quand on est réunis comme ça pour soulever un bilan de 4 ans, tous les enjeux sur le plan politique, social, sur le plan économique et sur le plan régional et international. Donc ça donne aussi cette mobilisation nationale, c'est-à-dire cet effort national. Cohésion. Cette cohésion, très bien. C'est cette cohésion qui est recherchée symboliquement aussi par ce discours qui est réinstauré par le président de la République. Donc les choses, en tout cas, elles sont c'est-à-dire interdépendantes. Quand on parle du politique, de l'économique, du social, tout ça c'est interdépendant et c'est mis sur un processus structurel de changement et de réforme, et qu'on est en train justement... Il reste encore des défis à dépasser, puisque vous parliez de l'informel tout à l'heure. En tout cas, il a réitéré l'engagement, ou son engagement à intégrer l'économie informelle dans le circuit formel. Aujourd'hui, la majeure partie de son discours était plutôt axée sur le volet économique et social. Le caractère social de l'État a été une nouvelle fois rappelé, et c'est un des chantiers du président de la République. Il a pris de nombreuses décisions dans ce sens-là. Oui, bien sûr, le président, à chaque fois, il réitère un engagement et surtout une certitude, une conviction profonde que sans un État social fort, on va perdre sur tous les plans. Sur le plan de la stabilité sociale, politique, qui sont les conditions... Juridiques. Juridique, aussi. Bien sûr. Mais surtout, également. Tout ce qui est subvention, tout ce qui est social, qui est au-delà en fait des subventions. Tout ce qui est santé, éducation, logement, infrastructure, électricité, eau, tout ça c'est du social. Tous ces secteurs sont subventionnés. Donc les subventions qui dépassent presque un tiers du budget de l'État. Et donc ça absorbe une masse de dépenses énormes. Et donc, c'est un investissement. Sur le plan productif, c'est pas productif, mais il est productif à long terme. On ne peut pas réaliser, on ne peut pas aller loin sur le plan politique, sur le plan économique, sans un peuple, disons, qui a un pouvoir d'achat, surtout le pouvoir d'achat qui a une dimension politique. Il a une dimension économique qui participe à créer de la demande. Donc, peut-être... C'est la compétitivité, justement. Oui, c'est la compétitivité. Ce qu'on appelle la compétitivité structurelle. Quand l'État, avec une politique volontariste, l'État-providence surtout,
quand il intervient pour financer l'éducation, la santé, quand il protège des couches défavorisées, quand il augmente par exemple le niveau de vie, le niveau des salaires. Développement humain. Et Donc, quand des il lutte DH. contre les inégalités, et là le discours du président, il parle surtout de la justice sociale entre Haïdara et Oui, Temiaoui. Temiaoui. Oui. Donc tout ça, dans l'économie, on l'appelle la compétitivité structurelle, c'est-à-dire c'est tout un environnement qui crée de la compétitivité pour l'économie parce qu'on aura des ouvriers en bonne santé, bien éduqués, bien formés, dans un environnement attractif et tout ça. Donc ça fait effectivement participer aujourd'hui, à l'économie d'un pays. Aujourd'hui, l'un des défis importants qui était posé au gouvernement, ou bien à la présidence aussi, notamment après 2020, parce que c'est une crise énorme, la crise sanitaire, qui a vraiment paralysé l'économie dans des strates et dans des segments plusieurs. Donc, qu'est-ce qui a été ? Il a été question aujourd'hui de relancer quoi ? Relancer la consommation. Pour relancer la consommation, il faut évidemment continuer à faire de la politique sociale parce qu'il faut subvenir. Sinon, l'Algérie ne pourrait pas subvenir à la hausse des prix parce qu'on a fait face à une pénurie très, très sérieuse. Et la troisième, arriver justement à aboutir à l'épargne, parce que c'est cette triptyque-là qui fait de la bonne santé d'un pays et qui remet, qui traduit justement qu'il y a une stabilité sur le plan économique. Parce que le défi principal était justement de passer, on relance les salaires, on rehausse le salaire, parce que les finances le permettaient, continuer à faire de la subvention, encourager l'emploi. Quand on arrive à encourager l'emploi et augmenter le salaire, on encourage la consommation. On rattrape la classe moyenne qui a été démolie justement pendant des années à partir de la fin 2015 où la classe moyenne était complètement démolie, où les 6% de la population donc, qui étaient au-dessous du seuil de la pauvreté peuvent respirer. Donc nous sommes dans cette phase. C'est comme ça qu'on calcule, c'est comme ça qu'on vise et comme ça qu'on voit comment se portent les pays. D'abord, il y a une consommation, donc il y a une richesse économique, il y a une activité, donc on peut produire. Et quand on arrive à produire, forcément, on arrive à vendre, que ce soit dans le marché local ou bien à l'international. Et en même temps, on arrive à favoriser l'épargne. Quand on a l'épargne, par exemple, quand on importe des voitures ou des véhicules, quand l'Algérien peut acheter, donc on est en train de sortir cette épargne et les banques respirent. Donc c'est comme ça qu'on peut évidemment voir. Et c'est là où on arrive à l'état de droit. C'est quoi ? Qu'est-ce que cherche un citoyen ? Qu'il vit bien. Il ne cherche pas l'amélioration de son cadre de vie. Améliorer son cadre de vie. Et c'est comme ça qu'on investit sur le plan électoral. C'est là, quand on arrive, si le citoyen est satisfait du retour du gouvernement, c'est là où il y a la carte électorale. Aujourd'hui, le discours du président, il a une projection. Certes, il a une projection, une ambition électorale aussi, il ne faut pas le nier et l'occulter. C'est pour cela qu'il est dans la logique de poursuivre son programme de réforme ou d'amélioration de la condition à une année de des vie. élections. Donc nous sommes dans cette phase. Et le discours devant le Parlement dans ces gens n'est pas la première communication officielle du président. Non, il a l'habitude de communiquer. Voilà, il faut revenir à ce qu'il disait auparavant pour constater... Non, mais là, il fait le bilan de ces 4 années, c'est différent. Mais quand même revenir à ses discours passés où il disait qu'il y avait des contraintes, qu'il y avait... Donc nous sommes là, j'ai tout dit, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je vais faire. Donc, les lacunes continuent, mais il y a des résultats. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est pour cela que la question majeure qui a été posée... C'est ça, on parle de réalisation, de perspective, de défi. Et voilà. Donc, c'est pour cela que même à l'étranger, l'investisseur étranger, quand il entend qu'il y a eu 5000 crédits qui ont été déversés et qu'on n'a récupéré que 5% d'entre eux. Donc pour lui, il y a un problème dans les banques algériennes. Donc, parce que quand on a des comptes pareils, ça crée quoi ? Ça crée des CDL, qu'on appelle les comptes douteux ou litigieux au sein des banques. Donc personne ne peut investir dans une banque. On ne peut pas privatiser une banque et on ne peut pas ouvrir le capital du banque du moment qu'il y a des CDL. Donc on revient au défi là, qui reste à surmonter. C'est pour cela qu'on parle de numérisation, parce que la numérisation arrive
à justement colmater ces fissures et colmater ces lacunes. Oui, donc la numérisation, la réforme bancaire aussi, puisque vous parlez des banques, c'est en tout cas parmi le projet du président de la République, c'est que l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire. C'est important qu'il y ait cet accompagnement. Il en a même lui-même parlé lors de son discours. Tout à fait. D'ailleurs, on a déjà la nouvelle loi bancaire, c'est la loi monétaire et bancaire, la loi 2309. Il y a l'ouverture des banques à l'étranger. Et justement, il y a cette début d'internationalisation de nos banques. L'ouverture des capitaux, du capital de deux banques. Du système financier international, du système bancaire international. Donc il y a maintenant une volonté. C'est aussi un gage de confiance pour les investisseurs également, d'être présents à l'international. Ça facilite les transferts, ça encourage. Et même quand on crée un système bancaire algérien, un système financier connecté à l'international, donc ça va même faciliter la fluidité des IDE, des investissements directs étrangers. Et puis ça fait gagner nos banques aussi, parce qu'il y a beaucoup de commissions à payer dans les transactions internationales, que ce soit pour les flux physiques et l'importation des biens, ou bien dans les flux financiers, etc. Donc là, la réforme bancaire, il est là déjà, et il y a déjà des textes d'application qui sont qui sont là, notamment juste récemment sur le financement participatif, sur le crowdfunding. Donc le texte, la loi 2309 est très ambitieuse. Elle prévoit un dinar digital d'ailleurs par rapport à crypto-monnaie, les crypto-monnaies, etc. Elle prévoit des banques digitales carrément. Donc c'est la généralisation, parce que c'est ça qui va aider. C'est arrivé vers un État moderne aujourd'hui, c'est ça. C'est la modernisation et ça va surtout des institutions. Accélérer la bancarisation, l'inclusion financière et la bancarisation. Et maintenant, avec aussi cette volonté politique d'ouvrir le capital des banques publiques. Donc ça, c'est un peu une volonté politique, c'est-à-dire ça vient d'un politique, d'un président. Donc là aussi, ça va dynamiser le marché financier et ça va créer ce que nous attendons depuis très longtemps, depuis la 90-10 et puis la 0311, c'est la commercialité bancaire. C'est-à-dire, quand on parle de la réforme du système bancaire et financier algérien, il faut arriver justement à universaliser le système bancaire, à fonctionner selon les règles de la commercialité bancaire. La banque, ce n'est pas une structure bureaucratique. Il ne doit pas fonctionner comme une administration, mais il doit fonctionner comme une entreprise commerciale qui est là pour gagner de l'argent, pour financer, pour mobiliser l'épargne. Donc c'est ça. Et c'est justement le président de la République même demandé à ce que l'année 2024 soit une année de la réforme du système bancaire et financier. Parce que jusqu'à là... Tout est lié aux finances aujourd'hui. Oui, tout est lié aux finances. La réforme bancaire est nécessaire, c'est ça. C'est les finances aujourd'hui qui sont Elle essentielles. est très importante parce que les banques aujourd'hui fonctionnent par le digital. Quand on joue digital, il ne faut pas que les banques soient un obstacle. Aujourd'hui, si on va digitaliser les ministères par exemple ou les autres services, et surtout aussi on a les banques et les impôts qui sont en retard, ça pose un problème pour l'investisseur. Donc aujourd'hui, la banque ne peut pas digitaliser en faisant des applications et dire que j'ai digital. Non, c'est pas ça. La digitalisation, il faudrait que la banque ne reste pas un parasite. Elle ne parasite pas l'activité commerciale. En imposant certainement ce qu'on appelle les relevés. À chaque fois, c'est le monde de demain. On est aujourd'hui obligé de s'inscrire dans cette démarche mondiale. On ne peut pas rester en marge de cette évolution. L'accès au compte soit facile et que le transfert soit facile et que les prestations bancaires soient faciles et surtout pas à chaque fois c'est la bureaucratie encore une fois. Il faudrait rendre... parce que celui qui va demain payer, c'est le citoyen. Celui qui va aller vers le digital, c'est le citoyen. Il ne faut pas que le digital devienne coûteux. C'est-à-dire, si je fais en utilisant le chèque, je ne paye rien, mais en utilisant les cartes bancaires ou le digital, je paye. Non. Donc, il faudrait aussi réformer ça dans chaque banque. Il y a aujourd'hui une concurrence entre les banques. Les Algériens cherchent la banque dans laquelle on paye le moins les taxes et les prélèvements. Les prélèvements, absolument. Construire un État moderne aujourd'hui, on est obligé de passer par ces défis-là. C'est par rapport à la diversification du mode de financement. Tout à fait. La concurrence, il faut quand même instaurer une concurrence qui n'est pas suffisante. Je ne pense pas qu'on a assez de banques. Il faut d'abord miser sur la concurrence. Il faut créer, surtout par rapport au capital privé, qu'il peut, d'ailleurs la loi le permet. Donc la diversification du mode,
Alors les textes existent sur le capital risque, le fintech, tout ça, c'est une révolution en préparation. Mais l'objectif, pardonnez-moi, l'objectif de la digitalisation, c'est justement pour absorber le marché Oui, parallèle. justement. Oui. Il y a des finances C'est à l'intégrer l'extérieur. dans le des formel. financements adaptés, par exemple, aux petits métiers, aux start-up. Donc, C'est là qu'il y a peut-être le plus de réticence et de résistance. c'est-à-dire essaimer et c'est pour ça que la loi, en fait, offre beaucoup de choses, beaucoup d'instruments. Il faut l'activer, justement. S'il le faut activer. Pourquoi? Parce que les textes, disons, les grands textes existent. Il y a le texte cadre. Il faut aller à des textes d'application, la Banque d'Algérie. Il faut accélérer. C'est-à-dire, il faut instaurer cette concurrence entre les modes de financement, l'intermédiation financière, la bourse, oui. les sociétés d'investissement, les sociétés de placement, tout ça pour... De courtage. De courtage. Donc, il faut aller, même pour Si les on veut assurances, diversifier son économie. il faut dynamiser. Oui. Il faut dynamiser, il faut appliquer, il faut aller de l'avant. Et c'est l'année, peut-être, 24, c'est l'année des finances privées. Oui, des finances et des banques. Si on veut diversifier aujourd'hui son économie et industrialiser le pays, aujourd'hui, on est obligé de passer par ces réformes-là. L'enjeu principal et le défi même, c'est la diversification de l'économie. Oui. Et surtout diversifier le secteur industriel. Donc, je rappelle quand même le chiffre de 7 milliards réalisés, en tout cas, de 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Oui, c'est déjà très important en si peu de temps. Donc, on a exporté 7 milliards de dollars hors hydrocarbures. Donc, ça donne déjà, c'est-à-dire, c'est un élément beaucoup plus de confiance. C'est-à-dire, finalement, le potentiel existe. Il y a un potentiel de production. Il faut mettre les mécanismes et créer le climat derrière. Justement, c'est maintenant qu'on est en train aussi de mettre toute la mécanique nécessaire, surtout du point de vue logistique, de créer des intersectorialités pour pouvoir faciliter l'export et parler de la logistique des lignes maritimes vers l'Afrique, des lignes aériennes, et puis même... développer le transport, des voies ferrées. Et puis des zones franches aussi aux frontières des wilayas de sud, surtout pour faciliter le commerce avec les pays africains, dans le cadre de la ZECAf surtout. Et là, justement, donc, la diversification du système financier et sa flexibilité va permettre de concrétiser rapidement beaucoup de projets d'investissement. On est en train de faire ça pour les startups d'ailleurs, avec même la loi 2309, elle a même introduit, et il y a même le texte d'application sur les intermédiaires de financement, c'est-à-dire c'est des applications qui peuvent être des intermédiaires, donc pour justement avoir des financements via des plateformes Internet. Donc ça, c'est déjà sur le terrain, donc c'est déjà une avancée. Mais il faut multiplier le nombre de réformes, et notre économie, elle a un potentiel énorme dans tous les secteurs. Il en a parlé, on a les mines, le fer, l'agriculture. Et l'enjeu principal, c'est vrai que nous sommes pour la construction d'un véritable capital national, un capital industriel, un capital agricole dans tous les secteurs, mais nous avons besoin d'un capital étranger, bien sûr, selon nos règles nationales, parce que ce capital étranger des IDE, et dans le cadre surtout des stratégies actuelles de raccourcissement de chaînes de valeur mondiale, donc il y a beaucoup d'opportunités qu'on pourrait capter. Il faut saisir si on n'a pas un système financier moderne, on ne peut pas. C'est un frein. Cela fait fuir les investisseurs. Alors aujourd'hui, on a créé une plateforme pour les investisseurs, ouvert à l'investissement dans l'industrie. La loi il reste celle du foncier qui devrait être opérationnelle d'ici le premier semestre 2024. On comprend que par là tout porte sur l'économie, sur la diversification de l'économie, sur l'investissement, et sur rassurer ces investisseurs et mettre en place un climat favorable. Justement, ce qu'on peut relever... Et un cadre juridique stable également. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut relever durant ces 4 années, il y a une batterie de lois, il y a un socle carrément, un socle juridique qui vise à sécuriser juridiquement l'investissement, ou bien à créer un environnement d'investissement attractif, stable, et à donner de la visibilité à l'investisseur, que ce soit national ou étranger. Et c'est ça l'enjeu. Et si on arrive justement
à stabiliser. En tout cas, le président a demandé à ce que les lois ne changent pas Pour une dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà, déjà. Il faut avoir une vision sur le long terme, et assurer effectivement, cette stabilité. sur le long terme. Et puis, d'ailleurs, on est en train d'engager aussi des investissements dans des projets structurants, surtout des investissements dans les mines, par exemple. Ça, parce que c'est des investissements pas de court ou moyen terme, c'est des investissements qui peuvent prendre une dizaine d'années. Ils sont lourds aussi. Donc. Et voilà, parce qu'ils sont lourds. Alors nous vivons dans un monde polarisé. La polarisation du monde peut avoir des implications profondes, parfois conduisant à des conflits, à des tensions géopolitiques, à des difficultés, à des guerres commerciales. Il est essentiel aujourd'hui de comprendre ces dynamiques pour essayer d'aborder ces défis internationaux. Bien évidemment, donc ce qui a surtout été dit et attire l'attention, c'est le terme que le président a utilisé comme tel un leitmotiv, c'est la polarisation. On est aujourd'hui dans un monde multipolaire. Nous ne sommes plus dans le monde, dans un monde de post-guerre froide. Oui. Nous sommes dans un monde de post-guerre froide. Nous avons avancé surtout à ce qui se produit en Ukraine et ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Donc il y a toute une composition qui s'est en train de se dérouler. Nous avons vu nous avons parlé de technologie. Vous savez qu'il y a une alliance technologique qui s'est créée. Des pays qui ont décidé de faire une alliance dans le domaine technologique parce que c'est le domaine de l'avenir justement pour justement... Il faudra aussi se prémunir en cybersécurité. Voilà, donc il y a une alliance sécuritaire, celle qui regroupe les Émirats, les États-Unis, l'Inde et Israël. Donc nous avons les BRICS, où il y a 6 pays, et maintenant ils sont 11. Donc nous sommes dans un monde multipolaire auquel l'Algérie est en train de composer. Ce monde multipolaire et ces cercles sont en train d'influer sur la région. On voit comment il y a 2 puissances émergentes aujourd'hui dont il faut tenir compte dans la visibilité, dans la vision des gens, dans la prospection de ce qu'on va faire dans la diplomatie, dans nos relations internationales. Il y a 2 puissances émergentes qui sont à nos frontières, par exemple la Russie, dans la région du Sahel, où vraiment sa présence s'est accentuée après le départ de la France. Donc on doit tenir compte de ça. Ce sont tous ces paramètres-là qui doivent être pris en compte. C'est pour cela maintenant l'Algérie va accéder au Conseil de sécurité à partir de janvier prochain. Donc elle aura quoi face d'elle? Elle aura la question du Sahel, elle s'imposera, la question du Sahara occidental, la question palestinienne et surtout la question ukrainienne et les bouleversements qui se déroulent et qui impactent l'Algérie notamment sur la période post-Covid. Donc on a eu l'Ukraine qui a encore exacerbé les relations internationales et qui a pénalisé et affecté des pays les plus vulnérables qui sont en Afrique. Donc l'Afrique sera aussi dans l'agenda diplomatique algérien au sein de l'ONU. À travers le Conseil, Voilà, membre, bien sûr. en tant que Même membre si l'Algérie non permanent du Conseil, au Conseil de Vous sécurité. savez, dans un Conseil de sécurité, il ne suffit pas d'avoir le veto, mais aussi de faire être une force de proposition et de prise de position. C'est ça qui doit être intéressant. Mais je répète encore une fois, on ne peut aujourd'hui, dans un monde en changement, en mutation, dans lequel il y a des groupes, rester neutre. Oui. Quand je dis rester neutre, je parle de la neutralité. Oui, rester en dehors, de ce qui se passe dans le monde. Avoir une voix dans les forats internationaux. Il faut s'impliquer. Aujourd'hui, tout le monde le dit, tous les diplomates, tous les experts, il faut s'impliquer avec. Là où il y a l'intérêt, je peux être avec la Russie dans un intérêt particulier, comme je peux être avec l'Italie. Il n'y a pas d'amitié entre les États, c'est des intérêts. Il y a les intérêts et surtout la survie des États. Aujourd'hui, l'Algérie est entourée de pays qui ne sont pas tout à fait stables. La Libye, le Niger, on a le Mali et le Sahara occidental. Nous sommes dans une région à trouble, donc il faut savoir composer et ne pas laisser les choses s'exacerbent à nos dépens. Oui. Avoir une voix dans les forats internationaux, c'est aussi important. Bien sûr, et surtout, il faut croiser les intérêts et les principes. Je suis avec mon ami, avec les intérêts surtout, avec les principes, pour avoir une cohérence. Les principes ont été rappelés encore une fois sur les 2 questions palestiniennes du Sahara occidental. Sur les principes sont les intérêts et donc il faut concilier les principes. On a essayé. Il faut éviter les dogmes. Il faut éviter les dogmes. Oui, je suis pour éviter les dogmes, mais il faut quand même croiser. Il faut tenir une posture
cohérente. C'est pour ça que c'est difficile. C'est un exercice difficile. Il faut s'adapter en continu. Il faut s'adapter, il faut négocier et ça nécessite une vision stratégique, ça nécessite même des recherches, des acteurs en présence. Il faut mobiliser l'appareil sécuritaire, l'appareil diplomatique, l'appareil universitaire, l'appareil du journaliste, tout le monde pour participer à éclairer, à faire des propositions. Oui, c'est ça l'élite. Il faut mobiliser l'élite. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie, comme disait mon homme. C'est une question qui n'est pas de politique extérieure. C'est presque... on n'arrive pas à voir les frontières, tout ce qui est intérieur et extérieur. Oui. Tout c'est un bloc, on est dans un bloc... disons, historique et fragmenté, qui n'est pas cohérent, mais il faut négocier, mais surtout pour produire de la conscience des enjeux réels, pas rester sur le dogmatique, et surtout, il faut mobiliser toute l'intelligence algérienne, tous les acteurs institutionnels. C'est inévitable parce que nous sommes oui, bien sûr, la presse y participe, tout le monde y doit participer, et voir que c'est une question d'existence, de survie, ça pose un problème sérieux. Alors la voix de l'Algérie est aujourd'hui audible, elle défend vigoureusement les principes de sa révolution de libération et les valeurs humaines. Elle n'abandonnera jamais les États vulnérables. C'était le discours du président également de la République. C'est un peu une position constante de l'Algérie. C'est effectivement une position constante et ça vient de l'histoire de l'Algérie, ça vient de la guerre de libération nationale. Donc ça vient de... Donc c'est une diplomatie construite avec la lutte. Et c'est justement ces principes libérateurs des peuples opprimés, parce que l'Algérie était opprimée par la colonisation. Donc on a continué dans ces principes de soutien à l'autodétermination des peuples qui sont opprimés, le Sahara occidental et la Palestine, mais aussi l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires. Elle a soutenu toutes les causes justes, surtout de l'Afrique. D'où nos positions constantes pour les questions de décolonisation. De décolonisation, effectivement. Et puis, on a aussi des positions de principe. La non-ingérence dans les affaires internes des pays. On respecte la souveraineté des pays. Et comme l'Algérie, bien sûr, et n'accepte pas des ingérences dans les affaires intérieures, dans nos affaires intérieures. Donc voilà, c'est des principes, mais aussi qui sont surtout la politique étrangère, qui est un produit de l'histoire, d'un consensus national, et qui est surtout aussi pragmatique, qui n'est pas dogmatique, effectivement, et qui est dans le multilatéralisme aussi. Hein, c'est-à-dire... quand l'Algérie revendique un monde multipolaire, c'est parce que le monde multipolaire qui peut être juste, pas de monde monopolaire. Il y a plus de justice. C'est ça. Et quand l'Algérie demande la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est parce que, voilà, on le voit avec Gaza, avec la Palestine, comment ce Conseil est impuissant devant cette barbarie sioniste. Donc voilà, l'Algérie est là, ses principes, est là, bien sûr, surtout sur le plan des relations économiques internationales. C'est des relations qui sont pragmatiques, qui sont fondées sur l'intérêt national, sur la défense de l'intérêt national. Donc l'Algérie doit encore multiplier donc ces relations et on a effectivement cette étendue africaine, on est dans des groupes régionaux, etc. Mais aussi il y a cette Méditerranée, nous sommes une puissance aussi méditerranéenne. Il faut porter la voix de l'Afrique et de la Méditerranée également. En même temps, c'est ça. C'est sur les deux aspects. Alors, pour vous parler de la Palestine, avec la Palestine d'Ali Mohamed Loma, ça a toujours été la doctrine algérienne sur ce principe. Bien sûr, ça a été un point cardinal dans la diplomatie algérienne. Ça a été encore réitéré. Du moment que nous avons été les premiers à accueillir la création de l'État palestinien ici en Algérie en 1988. Donc, qu'est-ce qui change ici? Et avec ce qui se passe actuellement, c'est d'autant plus important de le rappeler. Nous avons continué sur cette. C'est vrai que l'Algérie ne peut pas être. Personne ne peut nier la position algérienne à l'égard de la question palestinienne. Maintenant, les outils du règlement de cette crise qui s'accentue et qui fait des milliers de morts, nous le savons, nous sommes tous effarés par ce qui se produit quotidiennement à Gaza, par exemple, parce qu'il y a une puissance mondiale qui chapeaute tout ça, qui sponsorise ce meurtre à ciel ouvert, cet assassinat qui n'a jamais été. On voit pour la première fois de l'histoire les États-Unis qui n'ont aucune morale. Et donc, il faudrait que les pays comme l'Algérie rappellent
à travers le Conseil de sécurité, même si nous savons que l'Amérique reste hégémonique à certains points, toujours il faut rappeler qu'il y a une morale dans les relations internationales, qu'il y a du droit qui doit être respecté et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc il faudrait travailler sur des alliances. Il ne faut pas prétendre dire que nous sommes amis avec tout le monde. C'est faux. Même si vous le dites, à qui vous dites je ne peux pas être ami avec les États-Unis dans une question et être contraint dans une autre question. Donc soit il faut éviter ce qu'on appelle... Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Oui, de toute absolument, façon, il n'y a pas de... C'est ça, les relations internationales. Comme je vous dis, il y a des alliances qui se sont tissées, il y a des puissances émergentes. Les États-Unis sont en train de perdre ce qu'ils avaient comme force ou comme puissance et comme hégémonie dans le monde. Le monde est en train de changer, les États-Unis sont en train de reculer. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais nous allons le voir pour les années à venir, donc ça va se produire. Donc c'est inévitable et les États-Unis sont en train de retarder cette échéance. L'Algérie, dans tout ça, il faudrait qu'on comprenne. On a parlé qu'il ne faut pas rester dans le dogmatisme. Nous avons eu une diplomatie révolutionnaire qui nous a permis pendant des années, on a fructifié, on a investi sur cette diplomatie révolutionnaire. Maintenant, les choses ont changé. On ne peut plus analyser le monde avec les outils de la guerre froide. Nous avons dépassé la période post-guerre froide. Les paradigmes ont changé. Oui, aujourd'hui, il y a des alliances qui se tissent. Il faut prendre place dans ces alliances et ne pas rester essayer de contenter tout le monde ou être ami avec tout le monde. Ça chercher ses propres intérêts. Oui, c'est les intérêts. Parce que si l'État ne le fait pas, c'est le peuple qui va pousser pour que ça se fasse à tous les niveaux. Donc il faut rattraper ça et essayer de dire qu'aujourd'hui, si je suis d'accord avec les États-Unis sur un point, je suis en désaccord avec les. Il faut le dire ouvertement et travailler avec ceux avec lesquels je peux demain garantir mes intérêts. Je ne travaille pas pour contenter, je veux éviter les États-Unis ou la France, je leur donne ceci et cela pour éviter qu'ils me tombent dessus ou qu'ils nous fassent des problèmes, notamment pour l'acquisition de la matière première. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons vu des petits pays qui se dressent, comme le Mali par exemple. Il s'est dressé, ou le Burkina Faso face à la France, alors qu'ils n'avaient pas les moyens, mais on constitue une diplomatie à travers une souveraineté et surtout avec une prise de position qui tient compte des changements qui se profilent et qui se profilent et s'opèrent dans le monde. Merci. On arrive un peu au terme de l'émission. Je vous ferai un petit tour de table rapide. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce discours sur l'état de la nation ? Très rapidement. On retient un discours de vérité avec une présentation des réalisations qui sont concrètes, mais aussi avec des perspectives. Parce que 2024, il y aura des réformes aussi importantes pour le système bancaire et financier, pour continuer la numérisation. Il faut dire que l'Algérie a un grand potentiel économique. Et là aussi, des ambitions importantes. Une volonté aussi. Une volonté. Et maintenant, on voit qu'il y a une volonté politique. Il y a cette volonté aussi de faire participer tout le monde dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Donc c'est ça qu'il faut continuer à faire. Et sur le plan, d'ailleurs, le budget de 2024, c'est 15 275 milliards de dinars. Donc c'est un budget très ambitieux. Il y a une augmentation importante des transferts sociaux. On est passé de 1900 milliards de dinars de transferts sociaux aujourd'hui à 2700 milliards de dinars de transferts sociaux. Une augmentation de 900 milliards de dinars de transferts sociaux depuis 2020. Donc l'État social, il est préservé. C'est un acquis de novembre. Donc voilà un peu. Il y a encore du travail. Donc surtout la diversification de l'économie. Il faut fixer ce cap de l'affranchissement de l'économie algérienne, de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Merci, M. Trinissa. Donc on peut partir d'un diagnostic stratégique qu'on est sur une dynamique de réalisation sur le plan institutionnel, sur le plan économique, des fondamentaux en vert, et sur le plan social. Et donc il faut potentialiser, valoriser, consolider et aller au bout des réformes, que ce soit institutionnelle, la transparence, l'inclusion financière, l'inclusion économique et sociale, et ça va donner un État fort. Donc il faut projeter l'État, l'Algérie, fort et moderne. Puissance.
Oui. Ouais, bon, pour moi, il faut investir sur le citoyen, puisqu'il a été le socle, On justement. va pas parler de la jeunesse aussi. Oui, citoyens, la jeunesse, ce sont eux qu'il faut investir, parce que ce sont eux qui sont les véritables comptables. Les mesures prises peuvent être mises à l'épreuve, à l'épreuve du temps, donc, ou à l'épreuve des soubresauts, des fluctuations du marché. Ça, c'est, mais un citoyen rassuré, même s'il n'a rien, mais quand ils auront le langage de confiance, le langage de vérité, le rend confiant à l'égard des gouvernants. Donc c'est ça un petit peu. Donc c'est lui qui vote, c'est lui qui consomme et c'est lui qui juge. Donc l'investissement doit se faire en toute réalité, en toute vérité, en toute transparence sur le citoyen. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Canal Algérie. À mercredi prochain, Inch'Allah.